Justin Fields est un des athlètes les plus électriques de la NFL. Ceci étant dit, quand ça se passe bien pour les Bears depuis le début de l'année, ça va pas trop bien. Puis quand il se fait poser des questions à ce sujet-là en interview, il est rapide à critiquer son coaching staff puis il donne ça comme raison ou excuse pour laquelle il fly pas around sur le field. Moi puis Marc, on débat de ça puis on te donne des cues sur comment réagir en situation d'adversité si ta saison se passe pas comme tu veux. La saison de la NFL est full on. En ce moment, on est week 4 dans la NFL. Mais la semaine dernière, il y a eu une couple de games vraiment intéressantes, mais surtout des interviews post-game vraiment intéressantes. Pour commencer, Justin Fields, qui semble critiquer son coaching staff pour son début de saison médiocre. Puis à l'inverse, il y a Jalen Hurts, man, qui a tout qu'un mindset. So, on vous montre le clip de Justin Fields. Ouais, je vous montre ça. Je suis hyper déçu du fait que j'avais Justin Fields dans mon fantasy. Je m'attendais à des grosses choses. Et man, finalement, je sais pas si j'ai pulled le move trop vite, mais je l'ai droppé cette semaine. Fait que, let's see what he says. Of course, things that I didn't like, I felt like, I wasn't necessarily playing my game. Felt like I was kind of robotic and, not playing like myself. So, my goal this week is just to, say F it and just go out there and, play football how I know how to play football. And that's not, that includes thinking less and just going out there and, playing off of instincts rather than just so much, so to say, info in my head, data in my head, and literally just going out there playing football. When you say thinking less, what do you think was causing you to think so much, maybe think too much? Could be coaching, I think. But at the end of the day, it makes it, they're doing their job when they're giving me, what to look at, stuff like that. But at the end of the day, I, can't be thinking about that when the game comes. I prepare myself throughout the week, and then when the game comes, it's, it's time to play free at that point. So, just thinking less. All right. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est sûr, man. C'est sûr qu'à première vue, man, ça sonne bad. Puis c'est pour ça aussi que ça a popé dans mon IG puis que ça a popé sur les réseaux, man. Quand un joueur coach, quand un joueur critique le coaching staff pour ses piètres performances ou parce qu'il ne performe pas à son plein potentiel, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que, man, clairement que le coaching staff puis que tes joueurs stars, parce que Justin Fields, c'est un peu la star des Bears en ce moment. Là. C'est censé être le savior de la franchise. Là. Il était censé arriver, man, puis tout défoncer, puis ramener les Bears à la map. Mais clairement, ils sont pas sur la même page. Ouais, puis tu sais, Justin Fields n'a pas eu une mauvaise saison l'an dernier. Puis je pense que il a réussi à peut-être avoir un certain standard l'an passé, puis là, cette année, ben, it's not working, clairement. Je sais pas si t'as pull up ses stats, peut-être de cette semaine-là ou depuis le début de la saison. Je sais que dans mon fantasy, il a servi à rien, puis je suis 0-2. Je veux pas dire à cause de Justin Fields. Je suis prêt à peut-être prendre ma partie de responsabilité que mon fantasy est pas fort. Mais t'as-tu les stats de cette game-là? Peut-être, on a vu le jeu, on a vu un clip qui est honnêtement horrible, mais ça dit pas toute l'histoire pour ceux qui n'avaient pas vu la game. Yeah, puis, tu sais, je veux dire, les réseaux sociaux, man, puis les médias, ils adorent comme démoniser ou rendre la chose pire qu'elle est, puis prendre les pires clips de Justin Fields, puis des fois les mettre au slow-mo pour faire paraître mauvais. Tu sais, c'est ça qui fait jaser. Je pense pas que Justin Fields est un joueur si atroce. Je pense que c'est un great athlete, clairement qui peut créer des jeux avec ses jambes. Sauf que c'est pas le genre de performance que tu t'attends d'un quarterback de la NFL. Dans le sens que faut qu'il soit quand même capable de lancer la balle, distribuer la balle à ses weapons downfield. Je pense que c'est là qu'il y a plus de difficultés. Puis le pire, c'est que cette interview-là est arrivée après leur défaite contre les Bucks. OK? Une défaite de 17-27. Fait qu'il y a un 10-point spread. So, c'est pas that's bad. C'est pas un blowout. Cette game-là, il a lancé pour environ 50% de complétion, 211 verges, un touché, 2 picks.
couru 4 fois pour 3 verges. So, je pense, tu sais, je veux dire, c'est pas great, là. Je veux dire, tu lances 200 verges dans la NFL, puis overall, ils ont pas couru pour 100 verges, cette game-là. Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup de verges, là. Ils ont pas réussi à briser le 300 verges. Mais, quarterback-wise, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Il y a un paquet de facteurs, tu sais, je veux dire, je sais pas combien de fois il y a eu combien de QB hits, il s'est débarrassé de la balle combien de fois. C'est sûr que si Justin Fields ne peut pas courir pour plus que 3 ou 4 verges dans une game, ben t'as pas toutes les chances de ton côté que l'offense ait du succès. Tu sais, je sais pas la défense des Bucs cette année à situe, je pense qu'ils ont relativement une bonne défense, mais je pense que n'importe quand qu'une offense ne va pas chercher au moins 300 verges, là, je veux dire, on pourrait comparer ça à l'autre extrême de la game des Dolphins qui ont fait au-dessus de 700, là, qui fait absolument aucun sens, mais Oh, cette game-là a juste pas de bon sens non plus, là. Je veux dire, man, c'est des records. Je pense qu'ils ont été troisième plus de points scorés dans une game de la NFL. Puis première et deuxième place, ça remontait à avant les années 2000. Là. Ça a comme 1966. je veux dire, c'est une game complètement différente. Exact. Mais tout ça pour dire, tu sais, le but, c'est pas de les comparer à cette game-là parce que ça n'a rien à voir, mais tu sais, offensivement, ils ont manqué de production. Je veux dire, ils ont manqué de production au sol aussi. Ça donne pas de chance avec le jeu aérien. Je pense que j'ai pas vu la game, là, mais je pense qu'il y a des mauvaises décisions qui ont dû être prises. Là. Je veux dire, le drop, un manque d'effort et tout ça. Je veux dire, le petit screen qu'on voit dans le clip, pour ceux qui regardent sur YouTube, sur Spotify, mais tu sais, comme bad ball, puis il a fait absolument aucun effort d'aller empêcher le gars de rentrer dans l'end zone ensuite. Fait que, tu sais, c'est comme c'est 7 points directs. Je veux dire, fait techniquement, la défense en a accordé 20, on va dire, parce que ça, c'est un 7 direct. Ils en ont fait 17. Ça aurait pu être un tight game malgré tout. T'sais. Moi, ce qui me pose problème, c'est du fait que en ce moment, il prend pas responsabilité de je devrais être meilleur pour ton équipe. Moi, c'est un petit peu là mon problème. On parle de take ownership, de faire ce que tu as à faire, puis je pense que lui, de ma perspective, il a été rapide à point fingers envers le coaching staff. Puis probablement que le coaching staff a quelque chose à faire qu'ils ne mettent pas dans le meilleur système, dans la meilleure position pour qu'un athlète comme lui ait du succès. Mais mon problème, c'est, honnêtement, moi, ça m'a fâché d'entendre ça, ça doit être à cause du coaching. Tu sais. Puis je l'ai vécu un peu en tant que joueur, d'avoir une certaine pression de performer, mais moi, ça m'a déjà ralenti dans mon jeu aussi. Mais jamais tu m'as entendu dire j'ai pas bien joué aujourd'hui à cause du coaching, parce qu'on m'a mis dans une chaise où est-ce que j'avais de la pression, ou dans une position où est-ce que c'était pas ma place pour avoir du succès. Fait que... Yeah. Mais peut-être que, tu sais, à l'interview, man, il vient de perdre une game. Il y a de la frustration due à cause de la game. Il est peut-être frustré aussi parce qu'il a peu la meilleure performance cette semaine-là. Mais probablement qu'il y a une frustration qui a build up durant le training camp, durant la semaine 1, la semaine 2. Et là, man, il se fait poser la question, « Hey, comment ça se fait que t'as pas de l'air à jouer comme tu jouais l'an passé? Comment ça se fait que t'as pas de l'air à avoir du fun sur le field? Comment ça se fait que t'as pas de l'air à vouloir ball? » Et puis là, peut-être que ça juste burst out. Dans le sens que lui, il vit une frustration face au comment l'offense l'utilise ou les stratégies qu'il utilise. Parce que, man, il n'a pas couru cette game-là. Hein. Ça veut dire que, un, il n'y avait pas de design run pour lui. Deux, il n'a pas scramble. Il n'est pas sorti de la pochette. Il n'a pas du roll-out ben. So, pour lui, c'est pas un pocket passer traditionnel. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu le mettes en mouvement pour l'utiliser, selon moi. Mais l'affaire qui est drôle, c'est qu'il dit qu'il veut commencer à plus jouer sa game, ou est-ce qu'il est plus en mouvement et qu'il crée des choses. Semaine d'après, fast forward, ils perdent 41-10 contre les Chiefs. Donc ça, c'était les games de ce week-end. Je vais avoir les stats. Il y a encore un 50% de complétion, 11 en 22, cette fois pour 100 verges. Un TD, un pick. 11 carry. 11 carry. Fait que là, tu dis, il a joué sa game. Il a pu courir. 47 verges. Fait que... 11 carries. Encore moins grosse production. Ouais. Je serais curieux de voir, mais est-ce qu'il pensait qu'il jouait sa game à ce moment-là, s'il y avait ses 11 carries, man? Je veux dire, il a porté la balle, il a scramble. Ouais. Ça n'a pas plus fonctionné, man.
Non, je veux dire, un QB NFL peut pas peut pas se permettre, ça va arriver, mais d'avoir un completion percentage en bas de 50%, je veux dire, c'est tough. Après ça, tu sais, de lancer pour moins de 5 verges, comme comment tu veux gagner une game de foot si tu lances pas pour 100 verges, pour de vrai. Comme, it's tough, peu importe qui. Puis encore une fois, c'est juste de se dire comme, il doit avoir un paquet de frustration et d'autres de la chicane là-dedans. Moi, ce que je souhaiterais en ce moment, c'est de se faire trader, s'en aller à quelque part, d'aller jouer avec les Jets qui ont un besoin de QB en ce moment peut-être, de l'amener dans un autre environnement parce que de ce que je perçois en ce moment, c'est pas une place où est-ce qu'ils vont avoir du succès s'il y a des frustrations des deux côtés entre un certain joueur ou des joueurs puis le coaching staff ou entre le coaching staff puis une frustration envers un joueur. Je pense pas que c'est de cette façon-là qu'ils vont construire quelque chose de positif. Parce que surtout quand t'as des flèches qui se lancent dans les médias, non, il faut que ça se gère à l'interne. À la base, s'il y a un conflit, il faut que ça se gère à l'interne. Exact. Si c'est rendu au point que ça sort dans les médias, ça va pas bien, man. Ça va pas bien à l'interne. Puis comme, je veux dire, la cohésion de groupe entre tes joueurs, tout le monde le comprend. C'est facile. Je veux dire, quand t'es joueur, tu le sais que t'as besoin d'une bonne cohésion, puis que si les gars commencent à pas s'aimer dans l'équipe, puis s'envoyer chier, puis tout le temps se battre ou pas se parler, tu le sais que ton équipe ira pas loin, man. Ça, tout le monde le sait. Mais si t'as pas une bonne cohésion entre ton groupe de joueurs, surtout tes leaders, OK, puis le coaching staff, ça aussi, man, c'est pas un bon signe. Ça non plus, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que l'équipe, man, ça ira probablement pas loin en playoff. Peut-être qu'ils vont réussir à gagner des games s'ils ont vraiment du talent. Mais quand ils vont arriver face à des games vraiment tough, c'est là que tu vas voir les équipes qui ont une plus grosse cohésion entre le coaching staff, entre les joueurs, entre l'organisation complète. Oui, puis à tous les niveaux, tu le vois puis tu l'entends. Tu sais, très, très, très souvent, les équipes qui vont avoir du succès puis qui vont gagner des championnats, c'est les années où ils vont avoir une plus grosse cohésion, un meilleur esprit d'équipe puis tout ça. Tu sais, on en a déjà parlé, mais les meilleures années qu'on a eues à Laval, c'est les années où l'équipe était vraiment en tête dans le vestiaire, ça sortait, les gars faisaient le party après les games. Puis c'est pas le party qui fait que tu gagnes, mais c'est ces relations-là. Corrélation parfaite, Marc, on le dit à chaque... Man, à peu près aux 2 semaines. Corrélation parfaite, man. L'équipe fait allez le au party. bar, vous allez gagner un championnat. Allez au bar, les boys. Non, mais c'est un fait. Puis je me relance à Vanier en 2012 quand on a gagné. C'était une belle année dans l'équipe. Je sais pas, mais je suis convaincu que même si c'est un joueur recru à Garneau en 2011, c'était un peu le même principe là, que vous avez une belle équipe, une belle chimie. Puis je le relance l'an passé à Limoilou, comme c'était une belle équipe, il y avait une belle complicité dans l'équipe, même le coaching staff à tous les niveaux. Puis je pense que c'est une des choses qui fait qu'on a du succès. Puis on le voit, quand il y a des frustrations qui build up, il n'y a rien qui est aussi positif en pratique, en game entre les deux. Puis à ce moment-là, je pense pas qu'on va vers l'avant. Là. Je veux me faire l'avocat du diable. OK? Vas-y. Est-ce que tu penses que tu es un bon joueur, tu as un bon potentiel, mais tu n'es pas dans l'équipe qui t'offre l'environnement ou le style de coaching qui fit avec ta personnalité peut faire en sorte que tu performes vraiment moins bien, que tu t'épanouis moins bien dans une équipe? Oui, c'est sûr. Puis au niveau professionnel, ben t'as pas choisi ton équipe. Surtout sur un rookie contract, t'as pas choisi ton équipe. Je veux dire, tu sais, quand tu vas jouer, nous, au cégep, à l'université, tu choisis ton équipe. Comme, assume ta décision, c'est toi qui l'as prise. Quand tu te fais drafter avec une mauvaise équipe, dans un mauvais coaching staff, ben, t'es pogné là pour 3-4 ans, à moins qu'ils veulent se débarrasser de toi, réellement. Tu sais, c'est pas... Tu dis mauvais coaching staff. C'est pas nécessairement une histoire de mauvais coaching staff. Non. Je pense que c'est plus un mauvais fit. Ouais. Parce que il y a des moins bons coaching staff, mais je le sais pas. Celui des Bears, je le sais pas. Je le sais pas. Mais, tu sais, est-ce que c'est un moins bon coaching staff comparativement au reste de la ligue? Maybe, maybe not. I don't know. OK? C'est, à mon avis, probablement pas un coaching staff à succès avec ce qu'on voit dans les dernières années. Ils ont pas un proven track record, de ce que j'en sais du moins. Mais après ça, tu sais, quand je dis mauvais coaching staff, ben des fois, c'est la job du coaching staff de s'adapter aux athlètes qu'ils ont. Surtout les athlètes qui ont drafté puis qui ont mis beaucoup de valeur. Ouais, surtout ça. Ben ouais. 100% même. Yeah. Puis tu sais, tu parlais du recrutement quand tu choisis ton équipe collégiale, universitaire. Je veux dire,
oui, assume ton choix, mais si, tu sais, je veux dire, quand on a choisi notre club collégial, là, Marc, on était même pas majeur, man. On avait 17 ans. Fait que, tu sais, je veux dire, tu peux assumer ton choix à 17 ans, mais ça se peut que tu fasses pas le bon choix à la lumière de tes connaissances. OK? Je te souhaite d'être bien encadré, dans le sens que tes coachs au secondaire te donnent les bonnes infos. Puis te dirigent vers l'équipe qui semble la mieux pour toi et ton développement personnel. OK? Yeah. Mais tu sais, ça se peut que tu prennes pas une décision qui fit nécessairement par rapport à. Peut-être que je m'en vais dans un club dans lequel je veux vraiment jouer, mais man, j'ai vraiment pas la personnalité ou le fit pour ce club-là. OK? J'y vais pareil. Je décide de changer l'équipe un an après parce que je vois que ça fonctionne vraiment pas. C'est correct aussi. Je veux dire, tu peux assumer ton choix, mais tu peux aussi assumer le fait que tu as fait un mauvais choix et que tu peux transfer. Il y en a même des gars qui transfèrent collégial. C'est normal, man. Les gars commit quand ils ont 17 ans. Il faut pas hate sur ces gars-là. Et si t'en as dans ton équipe, hate pas sur ce gars-là. Essaie de comprendre sa décision. Sois content que lui va se trouver une place où il va être plus heureux, qu'il va être plus épanoui. Yeah. Je veux dire, 100%. faut assumer nos choix à 17 ans, mais ça se peut qu'on fasse des mauvais choix à cet âge-là. 100%. Puis, la NFL, ils n'ont pas ce choix-là. Jusqu'au jour où ils demandent de se faire trader, ça veut pas dire qu'ils vont se faire trader, ça veut pas dire qu'ils vont se faire release. Fait que... Une réalité complètement différente. Complètement différente. Ouais. Yeah. Mais, tu sais, overall, je pense que le takeaway point, c'est, je veux dire, la saison est partie. Il faut que tout le monde travaille fort pour builder quelque chose de groupe, coaching staff, joueurs, leader, star player, backup, scout team, whatever. Tout le monde ensemble. C'est là qu'ils vont devenir la meilleure team. En ce moment, man, la seule chose que j'espère, c'est de voir Justin Fields performer, man, comme à son plein potentiel, man, parce que c'est un great athlete. L'autre chose, je pense, c'est que la NFL s'adapte de plus en plus au quarterback mobile. Il y en a vraiment de plus en plus. Il y en a vraiment de plus en plus. So, je pense que les défensives s'adaptent quand même rapidement à ça. Puis peut-être qu'ils sont capables de shut down ces performances. Peut-être. Je sais pas à quel point les autres carrières mobiles dans la ligue ont eu des répercussions cette saison versus lui. Je veux dire, il y en a pas un qui a été critiqué comme lui, je pense. Mais il y en a des... Non, parce que je pense que Justin Fields, où est-ce qu'il se fait vraiment critiquer, c'est par rapport à ses habiletés de pocket passer ou quand il doit lire une défensive. Je veux dire, moi, personnellement, je me prononcerais pas là-dessus. Là. C'est beaucoup trop... Il nous manque beaucoup trop d'infos pour dire qu'il se fait mal coacher sur ses reads puis comment distribuer la balle. Là. Je veux dire, on sait pas comment il est coaché, on sait pas ce qu'il se fait dire, on sait pas c'est quoi les concepts. Peut-être que les defense, man, sont juste comme capables de out-scheme les Bears carrément puis que ça tombe sur les épaules de Justin Fields. We don't know. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a des quarterbacks mobiles qui ont du succès dans la NFL, comme Lamar Jackson, Anthony Richardson, qui avait quand même, avant sa commo, man, qui jouait bien, man. Jalen Hurts, quarterback mobile. Puis je pense que, man, les Eagles, c'est peut-être l'opposé des Bears en ce moment. C'est une équipe extrêmement soudée. De l'extérieur, ils ont de l'air extrêmement soudés, man. C'est une équipe que la defense, l'offense jouent bien ensemble. Coaching staff, man, les schemes la façon que l'offense, les Eagles gèrent le temps, gèrent la possession de balles, gèrent les game plans semaine après semaine. Man, tout roule, man, pour les Eagles. Tout roule. Yeah. Puis, je veux dire, semaine 3, on dit que Justin Fields n'a pas eu une great game en tant que pocket passer, okay, parce qu'il y a eu 200 verges, 50% de complétion, un TD, 2 picks. OK. Semaine 3, Eagles gagne 34-28. OK? C'était semaine 3 ou 2. Je suis un peu mêlé dans les semaines. Là. 34-28 contre les Vikings. Jalen Hurts, 193 verges par la passe. Un TD, un pick. Grosse différence. 18 complétions sur 23. Fait qu'on voit que on est loin de 50%. Puis au niveau de l'attaque au sol, par contre, man, c'est la fameuse game de DeAndre Swift avec 28 carries puis 175 verges, un carry high. So, on voit que overall, team-wise, c'était complètement différent.
Mais si on focus sur la performance individuelle de Jalen Hurts, 12 carries pour 35 verges à ce moment-là. Fait que, tu sais, je veux dire, individuellement, cette game-là ressemble quand même à la game de Justin Fields. Mm-hmm. Mais, bon, on voit que l'équipe est complètement différente, OK? Le game plan est différent. Mais aussi, son mindset est complètement différent. Ouais, absolument. Absolument. Même semaine, il y a un autre clip man, qui sort sur Jalen Hurts que j'ai vraiment aimé. Est-ce qu'on le joue? Ouais, on partage ça tout de suite. Fait que, faut pas oublier par contre que Jalen Hurts bénéficie du. Tu sais, il y a beaucoup de ces run plays qui sont le fameux touch-push, le 4th and 1, le fameux QB sneak derrière Jason Kelce et tout ça. Fait que je pense que ça a un impact sur sa moyenne par la course. C'est une équipe qui fait beaucoup ça en 4e et court, puis leur podcast à Jason et Travis Kelce qui s'appelle New Heights, leur fandom s'appelle le 92%ers parce que l'an passé, 92% du temps, les Eagles réussissaient leur 4e et 1. C'est énorme. Il n'y a pas un jeu qui a autant de succès dans la NFL. Insane. C'est fou. C'est vraiment fou. Ils vont tout le temps parce qu'ils réussissent tout le temps. Fait qu'on écoute le clip. What I'm telling you is it's not about me, it's about us. And so if they are doing something there for me, we got 250 yards rushing to do that. And so there are multiple ways to win. And the thing that I want to make clear is when you're winning, not become the main thing. I always say keep the main thing, where, winning is the only thing that truly matters. And so obviously you have important things, right? You have priorities. And I think you have 1A and 1B. 1A is winning. 1B is playing to the standard. Now you can win, but not play to the standard, and you're still unfulfilled. You can play to the standard and not win, and you're still unfulfilled. So what matters? Good clip. Ce gars-là, incroyable. Ce gars-là, c'est un fucking champion. Ce gars-là, c'est un vrai. Puis je dis un champion, il a pas encore gagné son Super Bowl, mais comme he's a real champion, puis il a un winning mindset, puis lui a tellement son rôle à jouer dans pourquoi les Eagles ont du succès, puis je parle même pas de son talent, puis de ses stats, puis de ce qu'il fait sur le field. Avoir un gars comme ça dans ton locker room, qui a un rôle de leader, c'est sûr que ça rend ton équipe meilleure. Man, je trouve ça fou de le 1A, 1B, play to the standards and winning, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se soucient soit de un ou de l'autre. Tu sais, il y a beaucoup de gars qui c'est comme winning at all costs, puis qui jouent pas pour le standard, puis sont quand même satisfaits de hey, a win is a win, tu sais. Puis pour lui, c'est pas ça. Puis quand il dit, tu sais, en ce moment, dans ce clip-là, il dit pas qu'il a pas joué lui au standard. Ce qu'il dit, c'est la chose la plus importante, it's winning. Puis moi, je pense que ce gars-là a joué à son standard, c'est juste qu'il y a d'autres éléments qui ont fait en sorte qu'ils ont eu du succès en tant qu'équipe. Yeah, c'est fou parce que contrairement à Justin Fields, il se fait poser une question similaire, ok, par rapport ils ont gagné. Faut prendre en compte qu'ils ont gagné. Of course. Mais il se fait quand même poser une question similaire par rapport au game plan, dans le sens que hey, la semaine d'avant, vous avez vraiment plus passé la balle, là vous avez juste pound la balle, vous n'avez pas utilisé le passing game. Puis tout de suite, Jalen Hurts coupe l'intervieweur, puis il commence à parler du processus d'équipe. Il parle pas de sa performance. Il est pas comme ouais, mais je veux dire, je me suis fait couper le passing game, donc ça n'a pas bien fonctionné ou blablabla. C'était non, direct, je t'arrête, man. Le goal, c'est de gagner. Ils sont arrivés avec ça pour leur game plan défensif. On a riposté avec autre chose, puis on a gagné la game. So what? Puis ils l'ont vraiment bien fait, man, cette game-là. Belle game, man. Puis passing game-wise, je veux dire, ils ont distribué un peu la balle, OK? Puis, ils ont quand même été capables de hit deep quand ça comptait, OK? C'est la game où Devontae Smith a fait un catch and run de 60 verges pour le toucher. Je veux dire, man, quand c'était le temps de clutch, ils ont clutch par le passing game. Mais je veux dire, bol d'or, OK? Ou qu'on a gagné contre CNDF, je coach à Limoilou. Oh, nos stats, man, par le passing game étaient pas bonnes, man. On était pas bonnes. Mais guess what? On a gagné la game, man. Parce qu'on a pound la balle, puis ils n'ont pas été capables d'arrêter notre running game. OK? Fait qu'est-ce qu'on a fait? Ben, man,
passing game marche plus ou moins, il fait froid, on n'est pas capable de connecter, notre timing est ass, ben on va pendre la balle. Oh, ça fonctionne. Pendre la balle, gagne des verges. Fais des touchés. Le clock, on hit the clock en même temps. Man, on a-tu besoin de faire d'autres choses pour gagner la game? Non, keep it up. Puis, guess what? On a fini champion. Ben, les Eagles, moi je vois cette game-là, je veux pas comparer la game de la NFL à notre bol d'or, mais ils sont arrivés dans le game, puis il y a des choses sur le game plan qui fonctionnent, il y a des choses sur le game plan des fois qui fonctionnent pas, puis ça c'est pareil même pour toutes les games à un paquet de niveaux, ben ils utilisent qu'est-ce qui fonctionne, puis ils vont gagner des games comme ça. Au final, la seule stat qui va gagner, c'est qui va compter, la seule stat qui va compter, c'est si tu termines plus 1 sur le board et si tu vas avoir le W. Je veux dire, 100%. personne se souvient qu'on n'a pas été capable de passer la balle au bol d'or l'an passé. Tout le monde se souvient qu'on a gagné le bol d'or puis qu'on a pendé à la balle. Mhm. C'est ça qui compte, même. Les gars, même à cette heure, la saison est partie. C'est ça qui reste, man, dans la mémoire des gens. C'est si on a gagné la game ou non. Dans la NFL, ça va être le même principe. Si les Eagles se rendent au Super Bowl puis qui passent pour 150 verges, mais qui en courent pour 300, ben, puis qui gagnent le Super Bowl comme ça, ben, ce qu'on va se souvenir, c'est que les Eagles ont gagné le Super Bowl. That's it. Ouais, exact. Puis Super Jalen Bowl Hurts, MVP, il ça le sait, sera... même. Super Bowl MVP, ça serait quelqu'un d'autre que Jalen Hurts. Puis you know what? Il va s'en foutre parce qu'il va avoir son Super Bowl ring. Puis that's Yeah. it. T'sais. C'est bien Exact. fun d'être MVP, mais à the end of the day, je pense que presque tout le monde préfère gagner la game que d'être MVP. Comme s'il aurait fallu, exemple, que Jalen Hurts essaie de faire plus pour être MVP de la game, puis finalement, ça mène pas au W, ben, there's no point. Je veux dire, puis si on go back au Super Bowl de l'an passé, Jalen Hurts aurait pu être le MVP du Super Bowl, même s'il a perdu. Il y a eu une des meilleures games d'un carrière dans l'histoire du Super Bowl, comme c'est incroyable, puis il n'a pas réussi à gagner, mais la partie MVP, il doesn't give a shit. Je suis convaincu que lui, c'est la bague puis le Super Bowl qui gagnait. Là. Absolument, man. Fait que, honnêtement, c'est dur de sortir des choses négatives de ce clip-là de Jalen Hurts. J'aime vraiment aussi qu'ils mettent le standard là-dedans, parce que c'est vrai que des fois que tu peux gagner des games, mais tu gagnes peut-être un peu sur un mauvais jeu de l'autre équipe. Tu joues mal toute la game, t'exécutes mal, t'es indiscipliné, puis tu t'en sors quand même avec le W. Faut que tu assesses ça, puis que tu corriges ça en tant qu'équipe. Parce que, je veux dire, 1A, donc je suis content qu'il ait mis quand même A winning. Donc, la première chose, c'est de gagner. Puis, je veux dire, tu gagnes une game comme ça, de finale de Super Bowl ou de bol d'or, t'es content pareil. T'es content. Yeah. Mais durant la saison, durant les playoffs, ton 1B de Jalen Hurts, qui est de jouer au standard d'équipe, hyper important parce que down the line, tu sais que si tu corriges pas ces choses-là, ça va te rattraper, ça va brimer ton 1A de gagner. 100%. So, good stuff, man. Good stuff. Ouais. As-tu quelque chose à ajouter sur Jalen Hurts? Non, mais simplement, c'est juste que je pense que moi, en tant que coach, puis les gars qui écoutent en tant que joueur, faut que tu apprennes quelque chose de ça, que ce soit la partie de gagner ou de t'assurer de respecter le standard. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est même si tu as gagné, reflète ce que tu as fait puis vois comment toi tu peux élever ton standard pour permettre à l'équipe d'élever son standard, parce que ce qui a suffi pour gagner cette semaine va peut-être pas suffire la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour gagner contre une autre équipe. Fait que moi, ça, c'est la partie que j'en retiens en tant que coach, puis je pense que c'est quelque chose que je veux repousser, puis ça va faire la différence dans le domaine, parce qu'une équipe qui gagne, mais qui est satisfait de ça, puis qui ne se voit pas élever son standard de semaine en semaine, tu vas te faire bite in the ass. Là. Comme, c'est sûr qu'à some point, ça va te ramener parce que la compétition va venir, puis à un moment donné, ça ne sera pas assez pour gagner. Il y a une chose qui m'a beaucoup surpris quand j'ai fait la transition, j'ai fini ma carrière universitaire à l'Université Laval, puis que j'ai commencé directement à coacher à Limoilou, c'est que je me suis rendu compte que le standard, c'est quelque chose que tu dois définir en tant qu'équipe. Puis, selon moi, il faut pas que ça passe par les stats. Selon Limoilou, quand je suis arrivé, il faut pas que ça passe par les stats. Puis ça m'a frappé parce que quand on était à l'Université Laval,
Je sais pas s'ils le font encore. Mais tu te rappelles là, du petit board là, avec les carrés verts, carrés rouges, Du meeting carrés du verts. lundi. Les meetings du lundi. Puis là, on passait en review notre tableau. Est-ce qu'on a stuffé l'offense pour moins de 100 verges au sol? Est-ce qu'ils ont fait moins de 200 verges par la passe? Est-ce qu'ils ont fait moins de 300 verges total? Est-ce qu'ils ont... etc., etc. Puis là, il y avait Ils ont-tu fait des big plays de stats. plus de 17 ou 18 verges? Y a-tu eu Yeah. des drives de plus de 10 verges? Y a-tu eu des... Tu sais, c'est un paquet de stats, je pense, qui sont importantes à tracker. Mais... Ben, importante à tracker. Ben, c'est là que j'ai eu le clash. Puis avant, je pensais qu'il était très important à tracker. Fait que j'étais arrivé jeune coach à Limoilou, Year One. Je suis arrivé avec un tableau. Je suis coordonnateur des teams à Limoilou. Donc, je suis arrivé avec un tableau. Puis j'ai dit, OK, on vise une moyenne de temps sur nos punt return, une moyenne de temps sur nos KOR. L'objectif, c'est de stopper, de donner la balle à l'offense adverse en dedans de la ligne du 20 verges sur kick-off. J'avais un paquet de stats comme ça. Puis plus ça avançait dans la saison, plus ça avançait dans ma deuxième année que je coachais, plus je me rendais compte que ces stats-là, c'est matter, mais pas autant que je pensais. Dans le sens que il y a des choses qui ne sont pas trackées statistiquement qui ont plus d'impact, comme le momentum. Est-ce que qui est-ce qui a le momentum en termes d'émotion sur le field? Okay? La discipline. Est-ce que sans nécessairement pogner de flag, on est discipliné dans nos assignations? Est-ce que le temps, mettons une autre stat, mais on parle plus d'offense-defense. Comment est-ce que les équipes gèrent le clock? Okay? Donc, je te donne un exemple. Je coach aussi en défensive. Peut-être que l'offense adverse a une moyenne de 3-4 verges à chaque fois qu'ils run the ball, mais on coupe le jeu aérien complètement, puis on les force à courir la balle, même s'ils ont des longs drives, puis qu'à la fin de la game, peut-être qu'ils ont gagné 200 verges au sol, mais ils ont tellement perdu de temps sur le clock qu'ils ont perdu la game, parce qu'ils ont manqué de temps pour scorer, parce qu'ils trailaient, par exemple. Il y a un paquet de choses qui ne sont pas trackées dans ces stats-là qui matter quand on coach, puis auxquelles on avait été moins exposé, mais probablement que les coachs à Laval gèrent ça bien, là. Mais que nous, en tant que joueurs, on s'en faisait moins parler. On se faisait plus parler des stats défensivement qu'on allouait à chaque game. Mm-hmm. 100%. Je suis convaincu que ça fait partie des discussions dans le coaching room. Personnellement, je suis quelqu'un qui croit encore beaucoup aux stats. J'ai pas autant coaché que toi, mais je pense que c'est des choses qui restent importantes à tracker, établir un standard. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est quelque chose que je fais de plus en plus dans MVP, de tracker des stats sur un paquet d'affaires pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport au sur ce qui se track, par rapport au standard qu'on veut atteindre. Puis là, ça nous donne vraiment une perspective sur, OK, ici, on est moins bon, ici, on n'atteint pas le standard qu'on veut. Puis après, c'est de prendre le contexte, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher ou aller atteindre le standard qu'on veut atteindre. Que ce soit dans n'importe quoi, je suis convaincu que ça se fait. Le principe pourrait être le même, je veux pas dire le même parce que c'est différent, mais dans le gym, d'avoir certains standards à atteindre, je pense que ça peut avoir une importance pour diriger certaines choses. Mais après ça, comme tu dis, le momentum, ça a sa place. Les assignations, ça a sa place. Mais définitivement, à mon avis, si tout le monde fait son assignation, mais tu vas atteindre au résultat du standard que tu veux tracker, de la stat que tu veux tracker. Ben, justement, puis moi, je pense vraiment, là, depuis que mon point de vue a shifté, justement. Là, avant, j'étais plus comme stats first, comme on coupe telle affaire à l'offense. Mais plus j'avance, puis à ce jour, je te dirais que mon point de vue a shift, dans le sens que tu peux être à ton standard, tu peux appliquer le game plan parfaitement, mais l'offense adverse peut sortir avec des nouveaux schemes, des choses que tu n'avais pas, toi, en tant que coach, prévues, puis eux peuvent juste avoir une bonne performance aussi. Mm-hmm. Tu peux jouer à ton standard, puis quand même allouer 100 verges au sol. Si l'autre offense a vraiment bien joué, a sorti des bons plays, vraiment bien schemé, puis qu'on s'est fait soit out-scheme ou out-perform parce que de l'autre côté, ils ont juste joué une très, 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 très bonne game. Mais tu as joué à ton standard, puis tu sors avec le W, tu as des choses à apprendre, mais tu as quand même atteint ton standard. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que ton standard ne passe pas nécessairement par des stats.
Je veux dire... Non, mais c'est un je pense que indicateur. Ouais. c'est un indicateur, mais je pense que ce que je voulais, où c'est que je m'en allais avec l'indicateur, c'est que comme n'importe quel stats que tu track, faut que ça résulte en des actions. Fait que tu peux tracker un paquet de stats, mais si ces stats-là ne résultent pas en des actions concrètes, ben pourquoi tu les tracks? Ben non, Je veux dire, absolument. est-ce que, Absolument. puis, tu sais, est-ce que si on accorde 150 verges au sol, quand tu regardes le tape, est-ce que c'est parce que on a mal joué? Ou c'est juste parce qu'ils ont couru la balle 40 fois? Tu sais, je veux dire, il y a un paquet de choses à prendre en compte. Et aussi, il faut se poser la question, est-ce que ces 150 verges-là viennent en début de game, quand ils essayaient d'établir le jeu au sol, mais on les a stuff, ou est-ce que c'est venu en fin de game, quand on était en prevent defense, puis qu'on voulait justement qu'ils courent la balle? Mais non, 100%. Tu sais, je veux dire, je trouve qu'il faut faire attention avec les stats, justement, puis comment on les interprète, puis de mettre un standard en chiffres précis comme ça. Parce que ça peut fausser le game flow overall. Puis d'autres choses qui sont plus importantes, selon moi. Surtout après mes années de coaching. Puis l'histoire avec l'Université Laval, c'est que je pense qu'on était tellement dominants qu'il fallait se mettre des objectifs next level pour garder les gars motivés puis pour garder le standard plus élevé, je pense. Je pense qu'on était rendu là en tant qu'équipe parce que, man, on était trop dominants. On pouvait gagner une game, man, 50-0, puis la moitié des cases étaient rouges. Je veux dire... Souvent c'était ces semaines-là où est-ce qu'on se faisait le plus ramasser en meeting. Yeah, exact. Mais après ça, tu checkais, puis 50-0, temps de possession 20 minutes versus 40 minutes. Eux, ils avaient fait comme 40 jeux, on en avait fait 150. Je veux dire, il y avait autre chose derrière les stats. On les avait dominés physiquement, mais boum, ils avaient fait une coupe de broken play. Puis tu sais, je veux dire, des fois, même si t'es à Laval, il y a d'autres bons athlètes dans les autres équipes universitaires, puis ils ont le droit de faire des jeux. Exact. Puis tu l'as bien dit, tu sais, les stats sont là, par contre, ça sert absolument à rien si ça change pas ce que tu en fais ensuite. Mais je suis convaincu, puis ça, c'est une des choses que comme ça fait longtemps que je pense, puis j'ai pas encore changé mon idée, c'est what you measure gets improved. Puis si tu veux améliorer quelque chose, ben de le tracker, d'avoir certains numbers, ça va aider. Quelqu'un qui veut perdre du poids, mais qui saute jamais sa balance, ben t'as peut-être moins de chance que quelqu'un qui saute sa balance qui veut perdre du poids. Quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire puis qui se met à tracker ce qu'il mange. Quelqu'un qui veut améliorer son énergie puis tout ça, puis va commencer à tracker son sommeil. Je pense sincèrement que tracker certaines choses va mener à certaines habitudes. Parce que tu prends conscience de quelque chose, right? Puis changer une habitude, changer quelque chose part d'un certain awareness. Je pense que la première étape du changement, c'est d'être aware. Puis la façon dont je vois les stats, moi, c'est juste de créer un awareness à travers de ça. Mais dans un contexte, comme tu dis, on a donné plus de 100 verges par la course, ça veut pas dire que c'est un échec. Mais c'est là, on en est aware, c'est un standard qu'on veut atteindre. Puis si jamais on a donné 200, mais qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça réarrive dans un contexte où est-ce que faut faire mieux? Écoute, je pense que tracker des stats, c'est un outil. Puis comme n'importe quel outil, la façon que tu utilises ton outil va déterminer si c'est efficace ou non. So, par exemple, je veux dire, tu pourrais avoir un marteau puis essayer de visser une vis avec, ça marchera pas. Ça marchera pas. Mais je veux dire, je pense qu'il faut garder le main thing, comme Jalen Hurts dit. Puis le main thing, un A, c'est gagner. Un B, c'est le standard. Puis le standard, je pense pas qu'il se définit si bien par des stats, selon moi. Je pense que ça se définit plus par ton éthique de travail, ta discipline, ta préparation toute la semaine, ton intensité game day, ton effort game day. Je pense que c'est plus là que ça se situe. Okay? Et surtout, moi, en tant que coach, je veux pas taper sur les doigts des joueurs qui font des erreurs sur le field, mais qui sont comprenables ou qui ont été intenses puis qui se sont juste fait avoir par le scheme offensif, par exemple. Je veux pas leur taper ses doigts là-dessus, même si ça a donné beaucoup de verges. Tu comprends ce que je veux dire?
100%. Fait qu'il y a cet 100%. aspect-là, coaching, relations humaines, communication qui entre en jeu pour moi en tant que coach aussi, qui est hyper importante. Parce que la façon que je vais 100%. présenter ces choses-là va affecter comment eux vont performer game day. Mhm. Ils peuvent performer fucking bien, puis accorder beaucoup de verges. Ça se peut Mhm. très bien, ça. Ça se peut vraiment 100%. bien. Ouais. So, je pense que le standard passe plus par d'autres qualificatifs que des stats. Puis après ça, peut-être que tu peux utiliser les stats pour highlight des choses et les tracker pour voir comment ta defense va. Tu sais, par exemple, je pense qu'une chose qui peut être intéressante pour une defense à tracker, c'est combien de verges tu alloues sur quand tu calls un certain jeu, par exemple. OK, sur ce jeu-là, on voit qu'on n'accorde pas de passe, mais on se fait pounder à face un peu. Est-ce que là, ça serait par exemple une prevent defense ou une defense où tu as un hat de moins, un gars de moins dans le box, mais que tu es plus à la passe? Ben, je veux dire, ça peut être intéressant pour analyser peut-être tes schemes. Je sais pas. Oui, puis tu sais, il y a plein de stats, à mon avis, puis qui sont intéressantes à tracker. Tu sais, on run, t'as combien de gars qui se retrouvent autour du ballon, mettons, quand le jeu est fini? Tu sais, t'as combien de gars qui sont là, puis combien de gars qui sont juste, qui chill, puis qui sont des loafers. Tu sais, je veux dire. Ça fait partie des choses qui, à mon avis, sont intéressantes, mais en tout cas, on s'ostinera pas pour toujours là-dessus, là. Mais pour le vrai, la façon dont je le vois, c'est qu'il y a le standard, il y a moyen de le voir d'une façon qualitative, qui est exactement tout ce que tu expliques depuis tantôt. Puis le standard peut aussi être vu d'une façon quantitative. Puis je pense que la beauté de la chose, c'est d'avoir un overall de ça, puis de prendre le qualitatif quand tu penses au quantitatif, quand tu penses au numbers. Good. Écoute, good talk. OK, guys, moi puis Marc, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on est capable de discuter, puis, man, ça fait avancer les réflexions. That's it. Les boys, vous nous partagerez, je dis les boys and girls, s'il y en a qui nous écoutent, vous nous partagerez ce que vous pensez. Écrivez-nous si vous voulez commenter par rapport au podcast, ce serait super cool d'avoir vos opinions là-dessus, savoir qu'est-ce que vous pensez, comment on doit établir le standard, puis si vous êtes team Jalen Hurts ou Justin Fields. Peace! Écoute, yep. Hey, peace. Good stuff. Comme on a parlé dans le podcast, peut-être que d'être dans un mauvais environnement pour toi nuit à ton progrès, nuit à l'atteinte de ton plein potentiel. Mais quand tu es in-season, c'est pas le temps de lancer des flèches à gauche et à droite et critiquer tout le monde alentour de toi. Il faut que tu trouves des solutions. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Vous pouvez me trouver à Miss Coaching sur Instagram. Vous pouvez me trouver à MVP Nutrition.